Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, l'émission qui vous donne chaque semaine rendez-vous avec l'actualité de la planète ovale. On va voir beaucoup d'images dans cette émission, des images comme celle-ci, spectaculaires et cocasses parfois. Regardez ici, cet essai marqué par les Broncos de Brisbane avec Jake Reed qui tente un coup de pied, qui va finalement trouver sa conclusion dans un essai quasiment glissé, beaucoup de chance, mais en tout cas, images spectaculaires. Des images qu'on va décoder tout au long de cette émission avec nos deux invités. Louis Bonnery, bien sûr, le pilier de notre pack. Bonjour Louis, comment ça va? Bonjour Rodolphe, ça va, merci. Également tout de suite, le sommaire. Au sommaire cette semaine, pas de Super League, mais un match des étoiles. L'Angleterre se mesurait aux exilés. Dans cette émission, nous mettrons le cap sur l'hémisphère sud pour la 14e journée de NRL, où les Rabbitohs, le Storm et les Roosters recevaient tous cette semaine. Alors, ont-ils bien négocié cet avantage? Réponse dans l'émission. Et comme chaque semaine, on démarre cette émission avec la crème du rugby à 13 européen. Pas de journée de championnat dans l'Angleterre de rugby à 13, mais mieux, un match international à base de joueurs de Super League. L'équipe d'Angleterre affrontait à Warrington la sélection des Exiles, ou des exilés si vous préférez. C'est la sélection des meilleurs joueurs étrangers de Super League. Alors, l'Angleterre est-elle restée maître chez elle? Réponse avec Faustine Seigne. Un test grandeur nature pour le 13 d'Angleterre à quelques mois de la Coupe du Monde, l'International Origin. Depuis 3 ans à la mi-saison, les Anglais affrontent une sélection d'étrangers qui évoluent en Super League. À Warrington, les hommes de Steve McNamara assurent le spectacle. L'ouverture du score est signée Zach Hardaker. Le centre de Leeds récupère un ballon bien tapé par Sam Tompkins dans le dos de la défense et file aplatir le premier essai de la rencontre. Un match de prestige pour les exilés qui butent sur une solide défense anglaise. James Robbie récupère un ballon tombé puis fait parler sa vitesse pour aplatir le deuxième essai anglais. Le talonneur de St Helens va vite, trop vite pour Michael Dobson qui n'arrivera pas à le rattraper. Les Anglais imposent un rythme effréné dans cette première période. Après une percée de Gareth Ellis, c'est ensuite Leroy Cudjoe qui, sur une belle feinte de passe, trompe la défense des hommes de Brian McLennan. 18-0 après seulement 28 minutes de jeu. Quelques instants plus tard, Kevin Sinfield trouve un trou dans la défense adverse et en profite pour passer. Il transmet à son arrière Sam Tompkins qui file aplatir entre les poteaux. Le Man of Steel 2012 porte le score à 24-0. Un score lourd pour les Exiles qui subissent et ne scorent aucun point en cette première période. Au retour des vestiaires, les hommes de Brian McLennan sont remontés. Ils campent dans les 10 mètres anglais. Le pilier de Hull KR, Mickey Paea, en force, élimine 3 défenseurs pour aplatir le premier essai de son équipe. Un essai qui remotive les Exiles qui enchaînent les passes et profitent d'un surnombre sur l'extérieur. Joel Monaghan file aplatir en coin. Mais les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot, surtout pas Leroy Cudjoe. Le centre des Giants intercepte une longue sautée de Hansen pour inscrire son doublé et le dernier essai de la rencontre. Score final 30-10 pour les Anglais qui se rassurent à 4 mois de leur premier match de Coupe du Monde face à l'Australie. Seule ombre au tableau, la blessure du capitaine Kevin Sinfield qui restera indisponible 6 semaines. Et victoire de l'équipe d'Angleterre, mais attention, il ne faut pas se fier à ce seul score. Il est vrai que les joueurs des Exiles ont été particulièrement performants, dont un garçon qu'on aime bien, qui a été très très bon évidemment, c'est Steve Menzies, le joueur des Dragons. Il aura été certainement un des garçons les plus surprenants, comme d'habitude, altruiste Louis. On l'a vu donner évidemment de beaux plaquages défensivement toujours raccord avec ses camarades, mais surtout offensivement, c'est lui qui donne souvent la dernière passe. On le voit cette année avec les Dragons, on l'a vu ici sur cet essai inscrit en bout des lignes. Effectivement, Rodolphe, Steve Menzies garde toujours sa lucidité et sa fraîcheur physique qu'il exprime complètement dans les situations où il ne rate pas les occasions. Oui, parce que là, justement, ce 2 contre 1, c'est très facile à dire, parfois un petit peu moins facile à faire. Il faut dire que lui, il ne les rate jamais. Bon, en principe, non. L'expérience de ce garçon qui a, croyez-le, 39 ans, ce garçon qui va sur ses
40 ans, c'est un extraterrestre. Julien, c'est une longévité qui vous fait rêver, j'imagine. Oui, surtout que généralement à 15, un joueur de 40 ans, c'est soit un joueur de première ligne ou de seconde ligne, mais c'est très très rare. Et j'espère avoir la chance de jouer aussi longtemps que lui. Et d'être toujours au top comme ce garçon. Regardez, sa carrière est assez extraordinaire. D'abord, évidemment, à NRL, où il a fait le bonheur de l'équipe de Manly. C'est le deuxième meilleur marqueur, tout simplement, d'essais de l'histoire. Ça, c'est considérable dans l'histoire du rugby à 13, évidemment. 349 matchs, 180 essais. Alors, Louis, 2 fois champion de NRL, 3 finales, là aussi, et surtout 20 State of Origin. Ça, c'est inédit. Oui, c'est un palmarès hors du commun, puisque dans les essais, il est encadré par Irvine. Ken Irvine est talonné par Etienne Hausen, mais il ne sera jamais rattrapé, puisqu'il ne joue plus depuis longtemps. Donc lui a encore quelques essais peut-être à pouvoir marquer, mais c'est une carrière remarquable, d'ailleurs qui est mise en avant un peu partout, parce que assez exceptionnelle et originale d'ailleurs. Ouais, c'est bien de reparler de Andrew Ettinghausen, pour ceux qui ont connu cet extraordinaire marqueur d'essais. Et puis évidemment, il fait carrière désormais dans la Super League avec les Dragons. Petit passage à Bradford avant, où il a aussi marqué son passage chez les Bulls avec cette saison qui aura inscrit aussi le club de Bradford dans l'histoire. 118 matchs joués, 61 avec les Dragons et 56 essais. Déjà, c'est énorme, Louis, en 2 saisons. C'est un extraterrestre, ce Steve Menzies. C'est-à-dire que c'est d'abord un très bon lecteur de jeu, c'est quand même quelqu'un qui a l'expérience et qui est toujours bien placé, il sent bien les situations, et s'il n'y en a pas, il les provoque, quoi. Oui, donc voilà. C'est un faiseur d'essais, c'est quelqu'un qui est très altruiste. On a vu cette saison qu'il était évidemment capable d'aller marquer ses essais tout seul. C'était face à l'équipe de Castleford, par exemple. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un deuxième ligne que l'on a reconverti par la force des choses. Ici à Perpignan, on le voit à Brutus face à Castleford au poste le 3/4 centre. Il est polyvalent, il a toutes les qualités. Oui, parce que ce qui fait aussi sa caractéristique, c'est que les marqueurs sont en règle générale des 3/4. Des finisseurs, des ailiers. Or là, lui, c'est vraiment au départ sa vraie carrière, sa grande carrière, la plus grande partie, ça a été quand même au poste de seconde ligne. Donc il est le meilleur marqueur avant de l'histoire de tout le rugby à 13 mondial. Et puis on le voit ici, donner ce ballon décisif à Vincent Duport pour un essai inscrit par l'équipe des Dragons. Mais comme disait tout à l'heure Julien, les joueurs les plus âgés auraient plutôt tendance en tout cas à finir devant. Lui, c'est l'inverse. Les années passent et il recule. Oui, mais parce qu'on compte sur sa grande lucidité surtout et sa clairvoyance. Voilà, je crois que c'est ce qui fait qu'on peut le positionner n'importe où. Mais au niveau du centre, on a vu dans les compositions d'équipe des Dragons catalans qu'on le titularise parfois seconde ligne. Mais on se rend compte au fur et à mesure que le match avance, il reprend sa position parce qu'il avait un style qui lui était particulier. Ça a été l'initiateur aussi de ce jeu du seconde ligne présent au milieu de la ligne de 3/4 qui maintenant est devenu quelque chose de quasiment normal, alors que dans un certain rugby, c'était quand même des choix tactiques et c'était pas évident. Les avants étaient à leur place et les 3/4, et les avants venaient soutenir les avants. Lui, il a intégré d'entrée la ligne de 3/4. C'était original au niveau technique. C'était une innovation technique. Et puisqu'on parle d'innovation technologique, le style Steve Menzies, qui a beaucoup étonné Julien, c'est le casque. Hein. Depuis des années, fidèle à ce modèle de casque. Un casque d'autrefois, mais qui fait aussi, évidemment, le charme de Steve Menzies, le joueur des Dragons catalans. Alors, en Super League, vous le savez, on a pour habitude de ne pas perdre de temps. La preuve, puisque 3 jours plus tard, un certain nombre de joueurs impliqués dans le match Angleterre contre les Exiles étaient de retour aux affaires courantes avec ce match en retard entre l'équipe de Leeds et l'équipe de Widnes. Alors, a priori, les Rhinos ne devaient faire qu'une bouchée des Vikings. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Regardez ce résumé de Faustine Seigne. Un match pour une place dans le top 4. L'occasion pour Leeds de passer devant les Dragons catalans en cas de victoire face à Widnes pour ce match en retard de la 4e journée. Privé de son capitaine Kevin Sinfield, blessé au pouce et absent pour les 6 prochaines semaines, Leeds démarre la rencontre sur les chapeaux de roue. Dès la 5e minute, Rob Burrow vient inscrire le premier essai de la rencontre. Le demi de mêlée des Rhinos fait une nouvelle fois parler ses appuis et vient inscrire un doublé quelques minutes plus tard.
Nouveau plaquage échappé, il a pu s'échapper cette fille. Bureau, le petit crochet. Et il va y aller, deuxième essai. Signé Rob Bureau. Mais Widnes, en quête d'une victoire pour sortir du bas du classement, ne se laisse pas abattre. Le demi d'ouverture des Vikings, Joe Mellor, score à 2 reprises, portant le score à 18-12. La défense des Rhinos commence à faiblir. McGrath Leoulay en profite, puis transmet à Kevin Brown qui ramène les Vikings à égalité 18 partout avant la pause. En deuxième période, Widnes continue sur sa lancée et prend même l'avantage au score grâce à un essai de Rhys Hunbury. Mais cet avantage sera de courte durée. En force, Jamie Jones Buchanan fait repasser Leeds devant grâce à un essai au pied des poteaux. Les Vikings se relâchent et rendent des ballons aux Rhinos. Ryan Hall ne se fait pas prier pour marquer un doublé et permet à Leeds de creuser l'écart. Le score est de 32-22. Ça se complique sérieusement pour les hommes de Dennis Betts. Rhys Hunbury tentera de redonner espoir à son entraîneur quelques minutes plus tard. L'arrière relance de ses 10 mètres pour filer tout seul, aplatir le dernier essai de son équipe. Le jeune Liam Sutcliffe vient enfoncer un peu plus le clou en fin de rencontre en aplatissant en force au pied des poteaux. Score final 38-28 pour les Rhinos qui prennent la 4e place du classement. Pas si facile que ça pour l'équipe des Rhinos de Leeds. À 10 minutes de la fin, Louis, on pensait que l'équipe de Widnes pouvait faire le coup. Oui, mais c'est une équipe de Widnes qui est dans une très bonne dynamique à l'heure actuelle, puisque Wigan s'est fait accrocher, les Dragons aussi. Donc, il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est une équipe qui n'est pas à sa place dans le classement actuel, qui mérite mieux, mais qui n'arrive pas à faire le petit pas qui lui permettait d'intégrer les équipes du haut du tableau. Mais elle est là en embuscade, cette équipe. Justement, on va regarder le classement à l'issue de cette nouvelle journée de Super League. Ce match en retard des Rhinos de Leeds. Wigan, Huddersfield, Warrington et les Rhinos. Les Dragons donc 5e au classement, juste derrière Hull FC et l'équipe de Hull KR. 8e position, regardez. St Helens, Bradford, Wakefield, Widnes, Castleford et pour les Broncos et Salford, ça ne va évidemment pas beaucoup mieux. Regardez le programme de la journée qui arrive. Bien sûr, il y aura le Hull FC qui ira jouer face à Castleford. St Helens face à Salford. A priori, pour les Saints, ça devrait rouler. Widnes face à Bradford. Leeds qui se déplace à Huddersfield. Wakefield et Warrington qui reçoivent les Broncos et Wigan. Ça sera lundi soir en direct sur beIN Sport. Et les Dragons, ce samedi à 18h, recevront l'équipe de Hull KR. Un match qui aura lieu au stade Ernest Vallon de Toulouse. Avant de revenir sur ce match, on va jeter un coup d'œil sur ce bilan qu'on pourrait dresser, Louis, de mi-saison pour les Dragons. Comment est-ce que vous avez jugé déjà premièrement cette performance des Dragons dans ce début de saison? 5e place à l'amorce de cette phase retour. Est-ce que vous les sentez prêts pour les playoffs? Oui, absolument. Les Dragons catalans ont réussi à rester tout le temps dans le groupe de tête. Bon, ça se joue à très peu, la 4e, la 5e place. Il fallait quand même ce match contre Hull FC, le match référence, un match qui était très important à tout point de vue et que les Dragons n'ont pas raté puisque ça a été certainement une de leurs meilleures performances de la saison. Donc les Dragons, maintenant, il leur reste à accrocher une des grosses cylindrées qui sont devant eux et c'est peut-être le challenge. Il faut ne plus perdre contre les équipes qui sont véritablement derrière eux au classement et surtout essayer d'accrocher un gros du style Wigan, Warrington, St Helens à des moments importants de la saison, quoi. Oui, accrocher un des membres du Big Four. On a vu les stats de l'équipe des Dragons depuis le début de la saison. Ils sont dans les clous avec notamment cette 5e place qui pour l'heure préfigure une présence dans ce tour de play-off avec, c'est vrai, 18 journées, 10 victoires et 6 défaites.
et 2 nuls. La carte est plutôt pas mal. Et puis, si on se réfère à la saison précédente, évidemment, 18 victoires pour 9 défaites. Donc, ils sont totalement dans les clous, ces Dragons qui vont affronter le week-end prochain l'équipe de Hull Kehar. Louis, c'est un match qui va être délocalisé. Ça sera à Toulouse, au stade Ernest Vallon, un stade que vous connaissez bien, Julien, parce que vous connaissez bien le stade toulousain, vous y avez joué. Oui, un stade que je connais très bien puisque j'y ai passé 6 saisons. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir les Dragons se déplacer sur Toulouse et de proposer un autre spectacle dans ce beau stade d'Ernest Vallon. Ouais, surtout qu'on a déjà vendu quasiment 12 000 places pour le match. Il en reste encore à la vente d'ici samedi. Puisqu'on parle de supporters qui vont se déplacer, nous, sur Beansport, nous avons quelque chose à vous proposer dont je suis certain, Louis, je suis certain, je ne peux pas imaginer autrement que... Je ne peux pas imaginer que nos téléspectateurs n'aient pas joué sur le site beansport.fr. Il y a 2 passes VIP à gagner pour le match face aux Broncos. Ça sera le samedi 6 juillet. Le match sera évidemment en direct sur Beansport. Vous pourrez vivre une journée mémorable puisque vous aurez accès aux coulisses de ce match. Vous verrez tout de l'intérieur pour ce match qui va opposer les Dragons catalans face à l'équipe des Broncos. N'oubliez pas de jouer, c'est www.beansport.fr. Voilà pour ce jeu concours. Il est l'heure de retrouver notre expert Louis Bonnery pour essayer de mieux comprendre la complexité de notre jeu. C'est la rubrique Rayon X. Mon cher Louis, je sais que chaque semaine, vous vous creusez la tête pour nous trouver une palette, une action de jeu que vous allez disséquer. Aujourd'hui, vous avez fait fort, très fort. Ce n'est pas une action, mais 2 que vous allez nous proposer. Expliquez-nous. Ben oui, Rodolphe, j'ai pensé que l'équipe d'Angleterre, je me suis focalisé un peu sur l'équipe d'Angleterre parce qu'à quelques semaines, à quelques mois de la Coupe du Monde, cette nation qui se prépare depuis longtemps pour gagner la Coupe du Monde voulait faire une évaluation de son potentiel à tous les niveaux, au niveau collectif et au niveau individuel. Donc j'ai retenu 2 actions. Une action collective parce qu'elle me paraît refléter quand même bien les ambitions de cette équipe. Et puis on reviendra sur la deuxième action qui est plus individuelle. Donc là, c'est l'équipe d'Angleterre qui bénéficie d'une pénalité à l'issue d'une séquence de jeu menée par les Exiles. Donc cette équipe travaille bien, travaille la défense, conserve bien la balle, sauf si ce n'est qu'ici, sur une libération possible. Nous avons Robbie le talonneur, le dynamiteur des lignes défensives et l'animateur de jeu derrière les tenues qui perce la défense. Donc cette équipe ne tombe pas dans la facilité, elle continue à travailler. Et là, sur une relance du côté gauche de son attaque, avec des faux signaux qui rentrent dans la défense d'une manière très habituelle, on conduit le jeu au bout de la ligne, où là, évidemment, l'arrière Tompkins intercalé va aller de son coup de génie. Il a plusieurs possibilités, il a un espace, il peut donner sur son centre et son ailier, il peut envisager de sauter. Ben non, il va prendre une autre option, c'est-à-dire le jeu au pied entre les 2 défenseurs. Une balle bien travaillée qui rebondit. Alors la trajectoire de la balle va rencontrer celle évidemment de son centre qui avait bien anticipé sur cette action. Donc, Tout est parti de cette libération. Voilà, une libération impossible, un ballon qu'on pensait complètement éteint. Non, tout ça, ça continue à vivre. Donc là, c'est la chose vue sous un autre angle avec Ardaker qui marque le premier essai. Voilà. Alors ça, Louis, c'est une phase collective, voilà, mais vous êtes intéressé aussi à la capacité individuelle qui préfigure aussi de ce qu'on verra dans la Coupe du Monde côté anglais. Voilà, parce que le collectif de cette équipe est animé par des joueurs avec des qualités assez exceptionnelles, non seulement de lucidité, de vivacité et surtout de justesse dans les choix de jeu. Donc là, nous sommes dans une séquence où les Exiles travaillent bien, n'arrivent pas à percer la ligne. Nous sommes à la moitié de la première mi-temps, il y a 6-0, les Anglais sont en défense, les Exiles travaillent bien puisqu'on voit ils sont près de la ligne de but. Voilà, ils essaient de varier leur jeu eux aussi, avec, nous voyons Menzies évidemment en bout de ligne. Et là, on relance le jeu pour essayer de décaler sur le côté gauche de l'attaque des Exiles après une série de tenues. Et puis, on s'aperçoit que la défense tient bon, donc bon travail collectif de l'Angleterre. Et là, sur un plaquage désintégrant, une perte de balle, une seule. Et là, une seule passe. Une passe
Sinfield qui n'hésite pas un centième de seconde, qui donne à Robbie qui est à l'intérieur. Robbie traverse toute la défense. Et surtout, il a ces deux soutiens intérieurs, extérieurs. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est ici comment les soutiens sont venus en hauteur. Regardez bien parce que c'est assez remarquable. Nous avons Robbie Paré tout à fait seul au milieu du terrain, sauf que nous avons deux joueurs de ce côté. Et nous voyons que Joe, le travail énorme qu'il fait pour se placer sur l'extérieur. Et là, nous avons la situation idéale, play shot. Le joueur avait la balle avec des soutiens à droite, à gauche, sortis, maintenant aussi d'où ils sont sortis. Au moment du break, on se posait des questions. Ils sont venus de très loin. Donc je pense que l'Angleterre s'appuie aussi sur ses capacités individuelles et des joueurs assez exceptionnels que nous avons vus sur cette action. Ça vous a plu, Julien, la disponibilité de ces deux ailiers là? Les deux actions m'ont plu. La première, j'ai trouvé que c'était même culotté de taper un coup de pied rasant quand on voit la profondeur de l'embut qui est assez courte. Et la deuxième, comme dit Louis, c'est la réactivité de cette équipe à de suite sortir la balle de la zone de danger, de suite trouver un soutien à la profondeur et la réactivité des soutiens de se positionner en forme de triangle, chose que l'on retrouve aussi à 15 pour offrir un maximum de solutions aux porteurs. Oui, ça a été fait, très bien fait, idéalement fait. Et vous aussi, Louis, c'était idéalement fait. J'ai tout compris grâce à vous, comme chaque semaine. Merci Louis. Il est temps pour nous de mettre le cap sur l'hémisphère sud, comme chaque semaine, direction l'autre côté du monde. En Australie, on jouait la 14e journée de NRL qui s'est ouverte par un match très attendu à Manly. Un match entre deux des plus féroces paquets d'avant du championnat et un match qui aura tenu ses promesses, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre les Seagulls de Manly et les Bulldogs, tout a commencé par une célébration du nouveau contrat signé par Jamie Lyon, l'inoxydable Lyon, et par un premier essai marqué par un garçon qu'on aime bien, Louis, c'est Benny Barba. Évidemment, l'incontournable. Barba qui a marqué son premier essai. Et ici, regardez le travail de Chris Naninou sur l'extérieur, la passe d'Inou. Pour son demi d'ouverture, il y avait du monde à hauteur. Pour qui? Pour Benny Barba, de nouveau, qui signe un doublé. Barba, absent depuis le début de la saison. Première journée en pointillé, on retrouve Barba, finisseur comme on l'aime. Effectivement, Barba qui s'est fait attendre dans ce championnat puisqu'il devait partir, il n'est pas parti. Puis finalement, il est bien là et il confirme tout le bien qu'on pensait de lui puisqu'en tant qu'arrière, il finit bien les actions de son équipe. Alors, à 2 minutes de la fin de la partie, on se dit que c'est certainement réglé pour les Bulldogs. Pas du tout, parce que Manly, grâce à Steve Matai, va marquer un essai. Une transformation plus tard de Jamie Lyon. Et nous voici à égalité, à l'issue du temps réglementaire. Donc, point en or. Exactement, Rodolphe, le point en or. Le point en or, et il y a eu point en or. Il y a eu point de pénalité en or. Après avoir commis 2 fautes coupables, les joueurs de Manly sont sanctionnés par la botte d'Hodgkinson qui passe le point en or avec 2 points de pénalité qui vont suffire pour une victoire de l'équipe de Manly. Équipe qui était en difficulté et victoire précieuse donc pour cette équipe des Bulldogs qui ne fait que remonter dans cette compétition. On continue de dérouler cette 14e journée avec un match qui mettait face à face les Roosters et les Warriors. Alors les Roosters alignaient la charnière de Nouvelle-Galles du Sud, Pierce et Maloney, face à les Warriors qui restaient sur 3 défaites consécutives. Et ça démarre plutôt bien pour les Néo-Zélandais avec cet essai marqué. On va retrouver Sean Johnson, évidemment, le demi-ouverture à la manœuvre. Essai marqué en bout de ligne face au coéquipier de Sonny Bill Williams que l'on va retrouver dans ce match. Tout d'abord, c'est Moa. Regardez ici, puf! Quand il n'y a pas de solution, autant essayer de la trouver tout seul. Là, Samoa, regardez, a fait de la place. Ça vous a plu, Julien, cet évitement? C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et il m'a manqué juste une trentaine de kilos pour le faire. C'est vrai qu'il vaut mieux les avoir. Et ici, puisqu'on parle de libération de ballon, encore une très très belle pour Kenny Dowall, qui a failli marquer. Eh bien, pas du tout. Là, c'était la balle de match pour les Roosters. Pas du tout. On va lui enlever le ballon. Fiziahi qui enlève le ballon des mains de Kenny Dowall. Et là, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le ballon pour Vatuvai. Vatuvai, si vous voyez qu'il ne va pas très vite, c'est normal. Parce que là, il s'est blessé au tout début de l'action, mais en serrant les dents, il va terminer. Il va les marquer. Petite déchirure qu'il a dû d'ailleurs s'aggraver sur ce sprint. Et courageux, il est allé marquer cet essai. Impressionnant.
Oui, deux choses impressionnantes, Rodolphe. C'est la capacité, l'opportunité du défenseur qui, dans l'embut, a compris que la seule chose qu'il fallait éviter de faire entrer en contact, c'était la balle. Donc on a pisté la balle, on a fait sauter la balle des mains. Ça, il faut quand même le faire dans un embut. Et cette défaite des Roosters a été un choc dans ce Big Four. Mais alors, est-ce que les leaders ont su en profiter? On voit ça avec Charlotte Gabas. Cairns Stadium dimanche dernier, il y avait foule dans les travées. Près de 16 000 supporters pour assister au match du leader, les Rabbitohs de South Sydney, face aux Gold Coast Titans. Et le leader s'est fait une petite frayeur, malgré une bonne entame de match et un premier essai de Greg Inglis. Mais les Titans vont se révéler coriaces, marquant 2 essais coup sur coup, dont ce très bel enchaînement initié par Aidan Césaire au pied et Kevin Gordon à la conclusion. La première période est équilibrée, très animée. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Rabbitohs égalisent, mais font face à d'audacieux Titans qui prennent une nouvelle fois l'avantage sur cet essai de Zillman. Le leader réagit une nouvelle fois et à quelques secondes de la mi-temps, un coup de pied d'Adam Reynolds et Walker permettent aux Rabbitohs d'égaliser. 18 partout lors du retour au vestiaire. C'est finalement en seconde période que les Rabbitohs feront la différence, écœurant leur adversaire, gratifiant même le public d'un des plus beaux essais de la saison, avec le coup de pied magique d'Adam Reynolds, encore lui. Mais les Rabbitohs se feront peur jusqu'au bout. 30-24, il reste 5 minutes à jouer lorsque Jamal Idris trouve une brèche et s'envole. Il est finalement stoppé à 2 mètres de la ligne, grâce à un excellent retour de Greg Inglis. Succès final 30-24 pour des Rabbitohs loin d'être satisfaits. Les Melbourne Storm, eux, accueillaient les Newcastle Knights avec l'objectif de mettre la pression sur les Rabbitohs en tête du classement. Ce sont pourtant les Knights qui brillent d'entrée avec cet essai de Leilua dès la 6e minute. Melbourne va réagir moins de 10 minutes plus tard avec cet essai de Blair, non transformé. Le match s'équilibre, là aussi la première mi-temps est indécise. Et à la pause, les Knights mènent 14-10. Une avance qu'ils ne parviendront pas à garder en seconde période. Un essai de Slater propulse le Storm vers une courte victoire 16-14. Les Knights n'y arrivent décidément plus, ils encaissent une 4e défaite consécutive et s'éloignent de la qualification. Les Knights sont à la lutte avec Canberra au classement. Canberra qui justement n'a pas tremblé contre les Penrith Panthers. Il ne faut que 3 minutes à Blake Ferguson pour s'illustrer et inscrire le premier essai de la rencontre. Les Riders sont très peu inquiétés. Ils vont garder le contrôle du match du début à la fin. Les Panthers vont bien esquisser un début de réponse, mais des réalisations de McCrone et Paul Vaughan en deuxième mi-temps vont mettre fin à tout espoir. Canberra s'impose facilement face à des Panthers qui n'ont pas pu rivaliser. Victoire finale 24-12, la 10e victoire d'affilée à domicile pour Canberra. Enfin, les Broncos et les West Tigers clôturaient cette 14e journée. Deux équipes en quête de victoire, Brisbane n'a plus gagné depuis 3 matchs. Et pourtant, ce sont les Tigers qui vont brillamment débuter cette rencontre. Un essai de Tedesco après seulement 4 minutes de jeu. C'est le seul instant d'espoir de ce match, puisque les Broncos vont hausser leur niveau et ne plus laisser aucune chance aux Tigers. Un total de 6 essais, dont celui-ci combiné par Jack Reed et Josh Hoffman. Victoire 32-12 pour Brisbane face à des Tigers avant-derniers au classement. Du grand spectacle déjà au Suncorp Stadium, théâtre la semaine prochaine du match 2 du State of Origin. Allez, tout de suite, ce sont les news de la NRL. Et l'actualité de la semaine en Australie, bien sûr, c'était l'annonce de la composition des 2 équipes de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland pour le State of Origin. Et il y a quelques petites nouveautés. Regardez ces compositions. Alors, bien sûr, Josh Duggan, qui avait défrayé la chronique, l'ancien joueur des Raiders de Canberra, va occuper le poste d'arrière de l'équipe de Nouvelle-Galles du Sud. Il y aura aussi des remplacements notables avec justement l'arrivée d'un garçon qui tape très très fort sur ses impacts. C'est Josh Papali, dont on reparlera dans quelques instants, car il est l'heure pour nous de retrouver notre coach à nous en Australie, Laurent Garnier. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour, tout va bien. J'imagine que comme nous, vous avez été surpris par ces nouvelles nominations, avec notamment devant
peut-être la solution pour le Queensland pour enfin battre cette équipe de Nouvelle-Galles du Sud. Oui, c'est vrai. Alors, Mal Meninga a changé 2 avants, Harrison et Shellington, et a fait rentrer un demi et un seconde ligne, un autre avant. Il a un plan, je pense qu'il a un plan. Je pense que les 2 avants qui ont été droppés, comme on dit, il manquait peut-être un peu de mobilité. De mobilité. Donc je pense que Josh Papali, par exemple, est un joueur très très solide, très très fort à l'impact, avec une défense de fer, qui en plus est très léger sur ses pieds. Donc c'est ce qu'il faudra aussi pour stopper cette équipe des Blues qui est sur la marche avant. Alors justement, parmi les changements voulus par les 2 coachs, quels sont selon vous les plus notables, sachant qu'il y a des changements qui ont été faits, des changements qui sont subis. On peut penser évidemment à Ferguson qui est sorti de l'équipe des Blues, remplacé par Nathan Merritt. Tamou, dont on sait qu'il est sorti aussi le pilier. Comment est-ce que cela a été géré par un entraîneur, Laurie Daly, qui semblait pourtant avoir trouvé des solutions avec les Blues? Ce qu'on dit, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Les Blues ont gagné il y a 15 jours, donc pour Laurie Daly, il n'était pas question de changer son équipe. Elle a fait du très très bon travail. Le problème, les garçons ont perdu leur place pour des raisons extra-sportives, dirons-nous, et donc il fait rentrer les meilleurs joueurs à leur poste en ce moment, ceux qui étaient 2e sur la liste. Nathan Merritt, bien sûr, qui fait une superbe saison avec South Sydney, et j'ai oublié son nom, et Josh Papali, dont vous nous parliez tout à l'heure avec l'équipe des Raiders. Oui, pardon, et Josh Dungan qui lui aussi vit une rédemption à Saint-Georges après avoir lui aussi été un mauvais garçon à Canberra. Oui, alors justement, Laurent, le prochain match, le prochain State of Origin, c'est mercredi. Est-ce que c'est toujours mission impossible pour l'équipe de Nouvelle-Galles du Sud pour battre les Maroons sur l'intégralité de la série? Ce qu'on a lu toute la semaine au niveau des Maroons et du Queensland, c'est que peut-être ils n'avaient plus trop envie, ce qui est quand même un peu normal quand ça fait 7 ans que l'on gagne. Ils n'avaient peut-être plus trop envie. Quand même, maintenant, ils sont touchés dans leur orgueil. Il faudrait quand même pas oublier que ce qui va se passer, c'est l'effet Suncorp. Plus de 55 000 Queenslanders qui vont crier leur passion et leur haine du maillot bleu. Donc, mission impossible, je ne pense pas. Mission difficile, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on verra. Merci beaucoup. Merci Laurent d'avoir été avec nous comme chaque semaine en direct depuis Brisbane. On verra si c'est mission impossible. Dès mercredi, ça sera en direct bien sûr sur beIN Sport. Le programme donc à suivre pour ce qui nous concerne sur l'antenne de beIN Sport. Il y aura dès 11h35 Canterbury Bulldogs contre les Sydney Roosters. Ça sera donc la prochaine journée, la 15e de NRL, avec Castleford contre le LFC samedi en direct bien sûr à partir de 17h55, Dragon catalan face à l'équipe de Hull KR, ça sera samedi au stade Ernest Vallon de Toulouse. Lundi, Parramatta, South Sydney. Et Warrington face à Wigan, ça sera lundi soir. Et n'oubliez surtout pas le State of Origin. Ça sera mercredi autour de midi. Ça sera sur beIN Sport. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Bertrand Béguet, notre réalisateur David Sellers. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Rugby Pack. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!